Voilà, donc je viens de le voir dans la salle, donc on va pouvoir y aller. Je vais laisser la place à celui que vous entendez tous les matins sur RTL à 8h43, dans Les Secrets de la Conso, et qui a pour vocation de vous rendre plus avertis en décodant les prix, les stratégies des enseignes et les comportements de consommation. Nous avons donc la chance de pouvoir compter sur lui un peu plus longtemps, 40 minutes, le temps, un peu plus que le temps d'une chronique. Dans un keynote, je veux bien sûr parler d'Olivier Dauvert, journaliste, éditeur, conférencier et fondateur des éditions Dauvert, qui va vous expliquer pourquoi et comment penser client avec des démonstrations par l'exemple et, dit-il, parfois même par l'absurde. C'est à lui, je vous demande de l'accueillir. Bonjour, oula vache, c'est un petit peu fort. Donc j'ai demandé à la régie de baisser un peu le son parce que moi je ne baisserai pas le ton, voilà, parce que je ne sais parler que comme ça, voilà, parce que sinon je vais vous en mettre plein la tête. Donc je vous propose une petite séquence sur à la fois le pourquoi et le comment vous devez penser client, ou en tous les cas davantage que ce que vous le faites, parce que vous allez voir, il y a tellement mieux à faire, et donc on est parti pour un petit voyage au cœur du penser client. Alors je termine cette présentation en vous rappelant, pour ceux qui ne le savent pas, que donc, je suis le créateur d'une petite boîte d'édition, on est 4, on est tous associés. Notre métier, c'est pour une part de regarder le commerce et l'autre part de l'analyser et de le raconter. Alors on le fait dans une logique B2B au travers de livres, d'études, de magazines sur le commerce et la conso, notamment quelque chose qui s'appelle Vigie Grande Conso, que certains d'entre vous ici connaissent bien. Une activité qui est en libre accès pour une grande part via mes réseaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, YouTube, mon blog, et un peu plus de 250 000 abonnés dans le monde B2B. Et en parallèle de quoi? Toujours sur la même matière, le commerce et la conso. Donc vous l'avez dit, tous les matins je parle aux auditeurs de RTL sur Les Secrets de la Conso avec Thomas Soto. Ensuite avec Courbet de 10h à midi, toujours sur RTL et sur M6, ce qui représente à peu près 2,5 millions de ménagères, on va les appeler comme ça. Il y a aussi des hommes évidemment. Mais donc mon métier, c'est de parler commerce et conso du matin au soir, et notamment ici avec vous. Deux émissions de Prime aussi qu'on a développées toujours sur le commerce et la conso avec Courbet. Donc on a une émission qui s'appelle À quel prix? Pour ceux qui ont un peu de mémoire, c'est un peu le Super Nanny de la conso. Je pense que le programme Super Nanny vous parle. Donc j'accompagne une famille qui fait ses courses, on le regarde, on le chronique. Donc ça, c'est de manière très événementielle, c'est-à-dire quelques fois par an sur M6 à 21h. Et on a aussi développé un jeu, toujours à M6 à 21h, et qui s'appelle J'en connais en rayon, toujours avec Courbet. C'est dans la grande mode des quiz que vous voyez sur notamment France Télé, sauf que là, c'est un quiz qui est uniquement consacré au commerce et à la conso. Ce que vous ne pouvez pas ignorer sur ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est la difficulté des temps. Alors, je ne suis pas là pour vous saper le moral, mais juste au travers de quelques images, vous rappelez quand même que le monde dans lequel vous êtes pour le commerce et la conso est un mode qui est dur, et que ça va durer parce que les attendus de marché sont tels qu'il n'y a aucune raison que ça change à horizon visible. Cette année, par exemple, on a vu beaucoup de fermetures d'enseignes, de fermetures de magasins. Jennifer, je pense que ça vous parle. Désormais, ça ne vous parlera plus. Je pense que Caporal, ça vous parle. Ça vous parlera pas davantage. Je peux aller sur NafNaf, même cause, mêmes effets. Là, je suis sur le non-alimentaire, mais il n'y a pas que ça. En alimentaire, par exemple, on a vu pour la première fois cette année des enseignes qui n'avaient jamais fermé de magasin, au grand jamais, parce que c'était quasiment une forme de dogme. On ne sacrifie pas des surfaces commerciales. Eh bien, Auchan a fermé des magasins, a fermé des hyper, par exemple ici à Wapi. Et puis on a des enseignes qui avaient fermé depuis longtemps et qui n'ont toujours pas trouvé de repreneur, en tous les cas pour les locaux commerciaux. Et ça dit beaucoup aussi de la difficulté du commerce. Vous voyez, Camailleux, ça fait juste 3 ans quasiment, jour pour jour, que l'enseigne a baissé le rideau de manière définitive. Eh bien, il y a encore des centres co, cette photo, elle n'a que quelques semaines, à Lyon, Carré de Soie, qui n'est pas le plus pourri des centres commerciaux. Eh bien, 3 ans après, ça n'a toujours pas été repris, le local est toujours vide. Ça dit bien qu'il y a un problème de capacité commerciale, donc de vacances commerciales, parce qu'il y a tout simplement un problème de consommation. Voilà pourquoi je vous dis, et je ne rentrerai pas plus longuement sur ce sujet de l'état des lieux, mais malgré tout, juste pour vous rappeler, oui, les temps sont durs, et ça va durer parce que les attendus de marché sont toujours là, à savoir une consommation qui est atone, une partie de la conso qui bascule du offline vers le online et donc qui ne rémunère plus du mètre carré physique. Et puis ensuite se rajoute un nouveau problème aujourd'hui qui est la démographie. Alors c'est un problème aujourd'hui à petite échelle, mais qui demain sera un vrai problème puisqu'on est en train de perdre des consommateurs, puisque je vous rappelle, si vous ne l'aviez pas vu, 2025 sera la première année en France avec un solde naturel négatif entre les décès et les naissances. Donc tout ça pour vous dire que les images que vous avez vues là, malheureusement, c'est des images que l'on reverra dans le futur et qu'en conséquence de quoi,
parce que tout le monde n'est pas condamné, les faibles le sont, eh bien ceux qui veulent rester dans le jeu, vous devez élever votre niveau de jeu. Rappelez-vous ce qu'Aimé Jacquet, pour ceux qui ont un peu de culture footballistique, disait à Robert Pires en 98. Robert, il va falloir muscler ton jeu, parce que si tu ne le muscles pas, tu vas au-devant de graves déconvenues. Robert Pires était un très bon joueur de championnat de France, très bon. Et il n'avait juste pas compris que là, on était à la Coupe du Monde. Et que s'il voulait garantir sa place dans l'équipe de France, ben, il fallait qu'il joue au-dessus de son niveau de jeu du championnat de France, il fallait qu'il joue niveau Coupe du Monde. C'est exactement la même chose qui se pose aujourd'hui aux commerçants. Si vous n'élevez pas votre niveau de jeu, et notamment sur le sujet du pensée client, sur lequel on va venir dans un instant, ben vous irez malheureusement au-devant de graves déconvenues, parce que vous n'avez plus le vent dans le dos pour éventuellement faire que même ceux qui ne sont pas très bons puissent avancer. Voilà pourquoi ce que je vous propose, c'est une immersion au cœur de ce que j'appelle le pensée client. Ça fait des années que je réfléchis, que je théorise, que j'explique et que je m'exprime sur ce sujet-là. Parce que le pensée client, en réalité, il a deux vertus. La première, c'est que ça ne coûte rien, ou presque. Ça ne coûte rien ou presque de bien faire par rapport à mal faire, vous allez voir sur les exemples. Et puis la deuxième chose, c'est que ça peut rapporter gros, parce que si, par la qualité d'exécution dans les magasins, vous faites en sorte qu'il y ait soit un produit de plus dans le chariot, soit un produit de moins que ce que vous aviez prévu, ben finalement, ça va changer l'équation économique de votre commerce. Voilà pourquoi il faut s'intéresser au sujet du pensée client. Avec, en guise de premier défi, enlever tout ce que vous laissez sur le parcours client qui sont autant d'irritants et de raisons pour le consommateur de ne pas acheter. Et pour que ça soit bien clair, je vais faire de vous des clients pendant un instant en utilisant mon manuel de chasse sur lequel, donc je vous l'ai dit, j'ai beaucoup écrit, c'est le pensée client avec des tas d'exemples sur lequel je suis allé vous chercher des situations où vous allez être des clients et je vais vous poser des questions. La première question, regardez cette tranche de vie commerciale. Vous êtes un client et vous vous demandez quel est le prix de ce produit, celui-là. Si quelqu'un a le prix, alors je ne vous vois pas très bien, mais ce n'est pas grave, qu'il le crie haut et fort pour que je l'entende. Malheureusement, il est assez probable que vous puissiez connaître le prix, tout simplement parce que ce sont des prix dits démerde-toi. On a les prix en haut. Le client, comment sait-il ce que vaut ce produit? Eh ben, c'est vachement dur à savoir. Parce qu'en plus, vous avez souvent des libellés vachement longs et des étiquettes vachement petites. Donc en gros, on a enlevé une lettre sur deux pour que ça passe et le libellé devient schruck. Voilà. Et démerde-toi avec ça. Vous n'avez pas le prix dans cette situation-là, alors que pour le commerçant, en apparence, il y est. Pour le client, il n'y est pas. Deuxième question que je vous pose. Vous êtes devant le rayon des produits ménagers. Quel produit nettoie le mieux, d'après vous, entre le Vigor nettoyant suprême à 3,62 € et le Vigor désincrustant intense à 3,63 €. Vous avez vu le niveau de précision dans lequel il faut aller quand on est client. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui nettoie le mieux. D'après vous, c'est quoi? C'est le nettoyant suprême ou le désincrustant intense? Démerde-toi. Quelle est la meilleure affaire entre toutes ces offres que vous voyez? Évidemment, réalisées sans trucage, le même jour, dans un magasin Carrefour. Quelle est la meilleure affaire? Démerde-toi. Est-ce que vous vous sentez attendu dans ce magasin? Probablement pas trop. Pourtant, il était ouvert. Ça veut dire qu'on attendait que vous veniez. Et pour autant, vous n'étiez pas très attendu. Le Zamioculcas, là, qui a un super prix de 12,50 €, c'est lequel? Qui est capable de me dire quel est le Zamioculcas? Sans se tromper, bien évidemment. Parce que sinon, c'est compliqué. Ben donc, ce que je vous ai montré là, et avec cette dernière photo, c'est ça le pensée client. Dernière image, vous appuyez où pour peser vos bananes? Ben, vous ne pouvez pas le savoir. Parce qu'effectivement, dans ce magasin, il n'y a pas que des cons. Le mec, il se dit, mais je vais mettre le numéro des bananes sur l'ardoise banane, et le client s'en rappellera. Jusque-là, ça va pour les bananes. Le jour où je fais une ratatouille, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à mémoriser les différents codes pour les différents légumes. Et en réalité, ce que vous avez vu, au travers de 6 photos, c'est le pensée client, traité par l'absurde évidemment, au travers de 3 sujets que j'ai rencontrés qui sont autant de difficultés. Comprendre l'offre, comprendre le prix, et ce que vous me donnez à vivre. Et le pensée client, ce n'est plus ni moins que ça. C'est comment par l'exécution de l'offre, je peux rendre l'offre lisible et compréhensible. Comment par l'exécution du prix, je rends le prix lisible et compréhensible ou pas. Et en gros, ce que vous me donnez à vivre, est-ce que c'est 0 tracas ou 100% emmerdement? Et le pensée client, c'est la somme de ces 3 façons de travailler en étant obsédé par cette idée de comment j'exécute
comment je rends concret pour le client ce que je lui propose, ce que je lui demande et ce que je lui donne à vivre. Et si vous êtes au rendez-vous de ça, vous chassez les irritants et vous améliorez le taux de transformation. Et si vous n'êtes pas au rendez-vous, ben, le problème, c'est que vous allez avoir des difficultés à avoir autant de paniers, autant d'articles que vous le voulez. Et le pensée client, quand je vous dis qu'il peut rapporter gros, il peut rapporter gros pour 2 raisons. D'abord parce que si ça s'est bien passé dans le magasin dans lequel vous venez de faire vos courses sur ces sujets-là, si c'était fluide, si c'était sans couture, s'il n'y avait pas de problème, alors vous aurez plutôt envie de recommencer, de revenir. Demandez-vous et faites toutes les analogies que vous voulez dans votre vie perso. Quand ça s'est mal passé hier soir, vous avez envie que ça recommence aujourd'hui ou pas? Moyen. Si c'était le grand 8 hier soir, vous avez envie que ça soit pareil ce soir? Oui. La visite d'avant prépare toujours la visite d'après. Toujours, toujours, toujours. Et ça crée cette préférence-là parce qu'on est au rendez-vous de l'expérience, de l'exécution. Et puis la deuxième chose, c'est que quand il n'y a pas eu le début du quart d'une moindre hésitation, vous aurez mécaniquement plus d'articles dans le panier parce que les situations que je vous ai montrées à chaque fois conduisent une part des clients, je ne dis pas tous, loin s'en faut, mais conduisent une part des clients à abandonner l'intention qu'ils avaient parce que si je ne sais pas laquelle est la meilleure offre sur les pompotes en me disant voilà, je ne vais jamais comprendre celle qu'il faut prendre. Bon, c'est pas grave, il en restait à la maison, j'en prendrai la prochaine fois. Chaque fois que vous créez des petits cailloux dans la chaussure, on va le dire comme ça, du parcours client, vous avez une part des consos qui, pour une part de leurs achats, vont repousser l'intention et l'action d'achat. C'est dommage parce qu'entre-temps, ils seront allés peut-être chez les autres. Et voilà pourquoi, pour vous démontrer ça, je vais m'amuser à faire un petit jeu. Merde, si vous pouvez mettre un peu de lumière sale. On va s'amuser, on va jouer ensemble, je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes Julien, voilà, super. On peut avoir un peu de lumière sale ou pas? La régie, vous pouvez pas? Bon, c'est pas très grave. Julien, j'ai un objet derrière mon dos, dans ma poche. Je te le vends 2 €. Est-ce que tu l'achètes? Non. Pourquoi? Je ne sais pas ce que c'est. Super. En fait, cet objet, c'est la télécommande. On va considérer que tu en as besoin parce que tu es le speaker suivant. Je te le vends, mais je ne te dis pas combien. Donne-moi ton portefeuille, je me sers. Tu joues ou pas? Non plus. Non plus. Pourquoi? Parce que je suis le speaker suivant, on me le prête. Essaye de jouer bien comme il faut. On va dire que tu en as besoin. Ah oui, alors je le prends. Mais tu sais pas combien. Donne-moi ton portefeuille, je me sers. En réalité, quand vous avez besoin d'aboutir à une décision d'achat, vous avez besoin de savoir 2 choses. Alors évidemment, je l'ai traité par l'absurde. Vous avez besoin de savoir le quoi et le combien. Si vous ne savez pas et le quoi et le combien, votre capacité à aboutir à une intention d'achat, mécaniquement, elle baisse parce qu'il vous manque un élément de l'équation. Alors si évidemment, vous êtes dans le désert, vous avez soif, vous croisez un bédouin qui a de l'eau et qui vous dit « donne-moi ton portefeuille, je me sers pour te donner à boire », vous allez le faire. Mais si vous ne vivez demain que sur la consommation contrainte, alors vous êtes mal barré. Donc vous avez besoin en tant que commerçant d'être irréprochable sur le quoi, l'exécution de l'offre, et le combien, l'exécution du prix. C'est à cette condition-là que vous pourrez aboutir des intentions d'achat. C'est pour ça que quand je le prends par l'absurde et à l'inverse, évidemment que s'il vous manque l'un des 2 termes de cette équation, vous ne pouvez pas avoir autant d'articles dans le panier que ce que vous aimeriez y voir. Alors, on va continuer comme ça, un peu par l'absurde, et après, on fera plutôt des inspirations, c'est-à-dire des choses positives. Vous voyez, là, j'arrive devant ce réfrigérateur américain, il vaut combien? Combien ça vaut? Ok, c'est compliqué, je passe au suivant. Après, vous avez des sujets d'expérience. Regardez-moi ça. Ces manettes papillons, elles sont en solde. Waouh, super, elles étaient à 1,39 €, elles tombent à 10 centimes. Autant vous dire rien, on vous les donne. Ah ouais, attention. Mais pour bénéficier de cette offre, demandez un bulletin de vente au vendeur avant de passer en caisse. Autant vous dire, oh non, merde, c'est bon, hein, je ne vais pas y arriver. Est-ce que vous pensez que trop de promos tue la promo ou trop d'affichettes tue la lisibilité? Ben évidemment. Et donc, à un moment donné, il faut quand même savoir s'arrêter. Et là, ça traduit un sujet de management. Parce qu'en fait, ces affichettes-là, elles ne sont pas arrivées par l'opération du Saint-Esprit. C'est un mec, on va l'appeler Roger, qui est venu les mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et peut-être même en 2 fois, 3 fois, peu importe. Mais à aucun moment, on lui a fait comprendre, dis donc Roger, tu ne crois pas qu'il y en a trop? Parce que le mec, si on lui fait comprendre, il va le voir. Et il va venir voir son chef et dire « Chef, vous êtes sûr que je les mets toutes ?» Et là, après, c'est la responsabilité du chef. « Oui, vas-y Roger, mets-les, c'est la centrale qui a dit qu'il faut les mettre, donc on les met. Oh, » Ok, ça se tient. Mais dans l'absolu, utilisez les gens que vous avez sur le terrain parce que ce sont les meilleurs révélateurs de ce qui peut vous arriver. Est-ce que vous pensez que je suis très crédible quand je suis commerçant?
quand je fais 5% de remise pour du déstockage? Est-ce que vous pensez que vous créez un irritant ou une suspicion ou un doute ou que vous mettez de la fluidité et du sans-couture? Vous avez évidemment la réponse. Le niveau d'information que vous me donnez pour comprendre l'offre, puisque je raccroche tout ce que je vous raconte à comprendre l'offre, c'est le quoi, comprendre le prix, c'est le combien, et le cadre dans lequel vous me faites vivre tout ça, c'est l'expérience d'achat. Ben là, ce jour-là, je suis dans un magasin, en l'occurrence Leclerc, j'ai besoin d'un chauffage électrique. À droite, 30 balles. À gauche, 25. C'est la même marque. Pour quelle raison je prendrais celui qui vaut 30? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on me donne comme raison pour que je dépense 5 € en plus? Il n'y a pas une info, il n'y a rien. Il est quoi? Il est plus puissant? J'en sais rien. Il est plus beau? C'est la même coque. Qu'est-ce qui me donne des raisons de passer de 25 à 30 balles? Rien. Donc il n'y a strictement aucune raison que je vous suive dans la montée en gamme. Ce produit à droite ne sert strictement à rien dans l'assortiment, si ce n'est qu'il prend une ligne sur les stocks, qu'il prend une ligne sur la manute et que du coup, il ne se vendra pas, hormis, parce qu'il y en a bien sûr, dans ce que je vous raconte, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, hormis le client qui va se dire, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais comme il est plus cher, ça doit être mieux. Il y en a, mais si vous regardez un peu ce qui se passe dans la société en ce moment, il y en aura quand même de moins en moins de ces clients-là qui sont prêts à dépenser leur argent sans chercher la valeur de ce qu'ils dépensent. C'est quand même pas l'air du temps. Alors de temps en temps, vous vous amusez à donner du contenu. Parce que le sujet, ce n'est pas d'en mettre ou de ne pas en mettre, c'est que le contenu que je mets, il fasse sens et il soit un élément de compréhension de l'offre. Alors on va s'amuser. Ce jour-là, j'ai besoin d'un fer à repasser. Alors on va dire que j'adore la marque Philips, parce qu'autant comparer ce qui est comparable. Il y en a un qui vaut 60 balles, l'autre qui vaut 70 balles. Et je regarde ce qu'on me dit. 2400 watts, 2400 watts. C'est donc pareil. Semelle céramique, fonction pressing plus G, fonction pressing plus G. G vapeur verticale, stop good, so good. Système anti-calcaire, ça met. Ok, donnez-moi une raison d'acheter celui de droite. Aucune. Et pourtant, vous m'avez donné de l'info. Donc, voyez bien que le sujet n'est pas de me donner de l'info. Le sujet, c'est ce que l'info me dit de la compréhension de l'offre. Si je ne comprends pas une offre, on l'a vu tout à l'heure, il ne savait pas ce que j'avais dans la poche, il ne voulait pas l'acheter. Je continue, parce que ce sujet-là, il est totalement transversal. On peut parler d'alimentaire, de non-alimentaire. Admettons que je veuille faire du jus d'orange le matin. J'achète quelles oranges? Est-ce que j'achète des Valencia d'Afrique du Sud, catégorie 1, calibre 4,5 à 2 € le kilo, ou des Navelles, toujours d'Afrique du Sud, toujours catégorie 1, toujours à 2 € le kilo? Ben, il vaut mieux que vous en choisissiez une sur les deux, sinon, dans un des deux cas, vous aurez mal au coude et vous n'aurez pas beaucoup de jus dans le verre, parce qu'il y a des oranges à bouche ou des oranges de table d'un côté et des oranges à jus de l'autre, sauf que là, personne ne me le dit, personne ne parle ma langue. Parler la langue du consommateur, c'est lui dire ce qu'il est en capacité de comprendre. Valencia, Navel en l'occurrence ici, sans mentionner l'usage, c'est une langue que le consommateur ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi, première étape, c'est évidemment de chasser autant que vous pouvez les irritants sur ce sujet triptyque-là qui est comment je fais comprendre mon offre, comment je fais comprendre mes prix et ce que je donne à vivre. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'une fois que vous avez enlevé ce que vous faisiez mal, il faut se demander comment je peux faire mieux que ce que je faisais avant et mieux que les autres. Et là, pour le coup, je vais vous partager, on va aller dans le côté positif de la force, on va le dire comme ça, on va partager quelques inspirations, toujours au travers de cette idée-là. Vous devez élever votre niveau de jeu. Et l'avantage, c'est que sur ce sujet, ça se voit tout de suite, parce que tout le monde a des clients tous les jours. Parfois, les plus grands magasins ont des milliers de clients tous les jours. Donc, ce n'est pas possible qu'un effort que vous puissiez faire demain ne soit vu par personne. Alors, on va envisager cette idée d'amélioration autour du pensée client dans 3 registres. Comment mieux faire comprendre l'offre, parce que c'est quand même le point de départ. Comment donner de la valeur à l'offre, parce que c'est ce qui peut permettre au client de transformer son intention en achat. Et puis enfin, c'est comment je peux le considérer, comment je peux lui montrer, c'est évidemment de l'expérience client, que quand il est chez moi, il n'est pas n'importe qui, et mécaniquement, il aura plutôt envie de revenir chez moi que d'aller voir ailleurs. Là aussi, toutes les analogies fonctionnent dans les relations humaines. Quand vous êtes heureux quelque part, vous n'avez aucune raison d'aller voir ailleurs. Aucune. Mais évidemment, pour ça, il faut être au rendez-vous des attentes sur le client. En fonctionnant évidemment dans tout ce que je vais vous montrer, non pas par copie, mais par analogie. Moi, alors chez Édition Dauvert, on fait 0 conseil, pour 2 raisons.
D'abord parce que le jour où on ferait du conseil, on perdrait toute notre liberté par rapport à ceux que l'on tacle le reste du temps, si jamais ils doivent être taclés. Et la deuxième raison, c'est que j'ai toujours du mal avec quelqu'un qui a besoin de se faire expliquer son métier par l'extérieur. Par contre, être un révélateur, être quelqu'un qui analyse, qui montre ce qui se fait ailleurs en disant « j'ai bien aimé ça parce que… » et après, à vous de cheminer par analogie pour que vous vous appropriez une idée que vous allez créer, que vous allez former vous-même, ça nous va très bien, mais dans ces cas-là, on est des révélateurs, rien de plus. C'est pour ça qu'il faut apprendre à fonctionner par analogie sur tout ce que je vais vous montrer. Et on va commencer par le premier sujet, le premier chapitre, comment mieux faire comprendre son offre. Alors, quelques inspirations. La première fois, pour ceux qui ont déjà vécu ça, où vous avez eu ce moment-là, vous avez dû vous dire « Putain, le mec, il est fort, il est fort, il est fort ». Vous êtes dans un resto, vous vous interrogez sur un dessert. En général, poliment, vous dites « On va regarder la carte ». Non, le mec, il ne vous ramène pas la carte. Il vous ramène ça. Et là, vous dites « Ah ouais, quand même, hein, c'est pas mal ». Mais alors évidemment, il y a la tentation, mais il y a surtout la compréhension. Vous savez à l'avance ce que vous aurez. Alors, ça vous plaît pas, vous en avez envie, vous n'en avez pas envie, ça c'est un autre sujet. Mais voyez, c'est ça la compréhension de l'offre. Comment je fais comprendre à celui auquel je propose quelque chose ce qu'il aura? Eh bien, en lui montrant, pardi. Évidemment, en lui montrant. Vous voyez, c'est absolument tout bête, mais c'est comme quand vous mettez derrière une vitre et sous clé des produits en espérant que le client s'y intéresse. C'est aussi con. Il n'y a pas beaucoup de raisons que vous achetiez aujourd'hui un smartphone derrière une vitre sous clé, parce qu'un smartphone, c'est un appareil qui se manipule, ou un appareil photo, que sais-je encore. Le nombre de produits sous clé qu'on voit encore, c'est strictement effarant. Un autre exemple, je suis chez Decathlon, qui vend des trottinettes. Et là, en fait, ils me vantent l'amorti des trottinettes. Pour ceux qui ont fait un peu de trottinettes, suivant les modèles que vous achetez, ça peut vite sauter, et vous finissez, vous arrivez à votre rendez-vous, vous êtes encore en train d'avoir les muscles qui tressaillent, et voilà, et c'est pas très agréable. Ben là, il vous dit, venez l'essayer. Il y a cette petite piste devant, avec des petits rebonds, et vous passez dessus, vous allez voir comment vous les sentez. Ben ça, c'est la première phase de l'appropriation d'un objet. Quand vous permettez à celui qui s'intéresse à un objet d'éventuellement se l'approprier par l'essai, et y compris l'essai sur le point dur qui est ici l'amorti, ben soit vous écartez parce que le mec se dit non, mais en fait, c'est nul. Mais c'est pas grave, au moins il sait. Soit il va se rendre compte, putain la vache, ah ouais, ça amortit sacrément bien. Et là, à ce moment-là, le sujet, vous croyez que ça devient le prix? Ben évidemment pas. Un autre exemple, sur l'appropriation, je suis chez Castorama qui vend des lunettes de bricolage pour ceux qui sont myopes comme des taupes par exemple, ou astigmates presbytes, je ne suis pas ophtalmo. Ah ben, on vous propose de les essayer, avec comme premier clé d'entrée votre âge, parce qu'il se trouve qu'il y a une forme de corrélation entre l'âge et la capacité à voir. Je ne dis pas que ça soit parfait, mais quand même. Et donc vous les essayez et vous allez voir, ah oui, c'est celle-là qu'il me faut. Quand je vous permets d'essayer de vous approprier, vous avancez toujours vers l'intention d'achat. Quand vous démontrez, quand vous montrez, vous voyez là, ce cordonnier, ben, mon vieux blouson en cuir, il était comme ça. Enfin, ce n'était pas le mien, mais c'est ce qu'il montre. Après, ça devient ça. Et là, vous dites, ah ouais, quand même. Ah oui, je comprends ce qu'il me propose. C'est ça la compréhension de l'offre. Et vous voyez que le sujet, c'est pas Carrefour, c'est pas Leclerc, c'est pas Leroy Merlin, c'est pas. On s'en fout de la taille du commerçant, de sa notoriété ou de sa surface financière. C'est le mindset qu'il y a derrière. Vous voyez, là, c'est un cordonnier. Le mec, il ne raisonne pas en CAPEX, en OPEX, en low-tech, en high-tech, en développement, en cours de bourse, en je ne sais pas quoi. Non, non. Il raisonne juste en bon sens, le mec. J'ai besoin de faire comprendre à mon client ce qu'il va avoir pour ce que je lui demande, en l'occurrence, la prestation. Faire comprendre son offre, c'est aussi faire comprendre ses promos. Ça, c'est la charte graphique. J'espère qu'il y a des gens d'Intermarché dans la salle parce que je vais vous mettre une mine et ça me désolerait que vous ne la racontiez pas après. Chez Intermarché, voilà la charte graphique pour les promos. Qu'est-ce que c'est nul? Non mais franchement, qu'est-ce que c'est nul? Est-ce que vous comprenez le produit que l'on me vend? Qu'est-ce qui est écrit en plus gros ici? Il y a 3 trucs. Le prix, ça, et le mot promo. Le mot promo, a priori, je m'en doutais un peu, hein, voilà, mais ce n'était pas nécessaire. Moi, ce qui m'intéresse, eh oui, mais c'est quoi? Ben, c'est ça. Voilà, j'ai rien changé, j'ai rien enlevé, j'ai juste rendu l'offre beaucoup plus lisible, parce que ça, évidemment, c'est de la création. C'était du filet de saumon. Ben, demandez-vous, on va faire comme chez l'ophtalmo, est-ce que vous comprenez mieux l'offre comme ça ou comme ça? Il n'y a pas photo. Ben, voyez bien que quand je suis là et que je vous dis la charte graphique, elle est pourrie, il se trouve que malheureusement, c'est moi qui ai raison parce qu'elle est pourrie. Ça, c'est vachement mieux, c'est fait bite et couteau, c'est-à-dire pas grand-chose, mais au moins, le client, il sait. Alors, je ne vous dis pas que tout le monde va acheter du filet de saumon,
mais tous ceux qui passent vont savoir qu'il y a du filet de saumon à 13,95 et après, advienne que pourra. Si j'aime ça, si j'ai envie, si je trouve le prix comme il faut, c'est un autre sujet. Toujours dans le même registre, parce qu'encore une fois, je veux vous convaincre que ce dont je vous parle là, ce sont des mécaniques et des postures adaptables partout. Je suis dans un magasin de bricolage qui me vend du parquet. Image réelle, c'est après que je vais la modifier. Donc, on me dit revêtement de sol, stratifié, génération 12, épaisseur 12, bon voilà. Bon. Je vais vous donner un truc de presse. Il se trouve que la presse, c'est mon métier depuis 35 ans. Passer 3 lignes, vous entendez bien, 3 lignes écrites, pareil, c'est-à-dire avec la même graisse, la même taille, la même couleur, la même typo, passer 3 lignes, vous ne pouvez plus regarder pour prendre l'info, vous êtes obligé de lire, c'est-à-dire d'avoir avec de l'attention pour voir ce que l'on vous met. 3 lignes. Là, j'ai 7 lignes écrites pareil. Autant vous dire que si vous passez vite devant, vous ne voyez rien. Donc, il faut apprendre à hiérarchiser les messages, à mettre des trucs en plus gros, là où c'est important, et des trucs en plus petits. Alors ça, après, c'est le commerçant qui doit savoir quel est le message le plus important dans mon affiche. Ben, par exemple, quand je vends du parquet, c'est l'épaisseur. Et le type, est-ce que c'est du vrai parquet ou du faux, entre guillemets? Ben voilà, moi j'ai refait l'affiche à droite sans rien enlever. Je n'ai enlevé aucune information. J'ai juste pris les 2 infos les plus importantes et je les ai expansées. Parce que c'est ça la clé d'entrée. Et vous voyez bien que quand vous passez devant ici, sans même lire, vous savez qu'il y a du stratifié 12 mm à 12,95. C'est ça la différence entre regarder et lire. Ça se joue en 3 lignes écrites pareil. C'est mort. Voilà pourquoi ce n'était pas lisible avant. Faire comprendre l'offre, ça peut être aussi de montrer à l'avance, non pas sur le bidon, mais sur un exemple ici pour la lasure, ce que va donner telle ou telle couleur. On est bien dans la compréhension de l'offre. Ça peut être de me permettre, sur de la peinture, en plus de repartir avec la peinture telle qu'elle a été peinte pour que je vois réellement ce que ça donne. Ça peut être un autre exemple quand je vends des poignées de porte, je les mets comme elles seront dans la vraie vie. Et donc en fait, vous voyez bien ici que chaque petite poignée, derrière, il y a une petite porte, et le stockage à l'intérieur, tout ça est totalement en situation. Vous pouvez même vous approprier le truc et voir ce que ça fait. La poignée, l'air de rien, on est sur un produit qui se manipule avec la main. Donc si le merchandising permet de se l'approprier avec la main, c'est quand même vachement mieux que de l'avoir sur une photo. Excusez-moi d'être un peu bas de plafond, je ne vous ai pas dit, mais je n'ai fait que des études agricoles, donc autant vous dire que sur le bon sens, je suis assez imprenable. Ça, c'est comment, par la conception de ma gamme, je participe à la compréhension de l'offre. Le fait qu'il y ait sur une marque d'enseigne ici, en l'occurrence Casino, qui ait un code couleur suivant les typologies de produits que je vends, en l'occurrence, vous voyez bien que tout ça est la même catégorie, mais derrière une même catégorie, il y a des familles et des sous-familles qui sont différentes. Le fait de l'avoir imaginé dès le début, ça rend l'offre évidemment beaucoup plus lisible. Toujours dans le même registre, vous voyez, je suis dans le papier, ben, je vends le papier, le critère différenciant, ça peut être le grammage, c'est-à-dire l'épaisseur de la feuille, ben, ça devient évidemment très facile à lire et à comprendre d'un seul regard. Un autre marché et une autre marque de distrib, je suis sur les piles, vous voyez bien que sans avoir à rentrer dedans dans l'offre, je peux passer dessus et déjà comprendre qu'il y a des masses différentes et donc plus facilement comprendre ce que l'on me propose. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? C'est un autre sujet. J'achète une couette. Ben, quand vous achetez une couette, qu'est-ce qui vous intéresse? La main de la couette. Parce qu'en réalité, c'est ça que vous allez sentir, voire même ressentir. Ben, dans le cas des couettes MDD Carrefour, vous avez la couette et vous avez un échantillon qui est juste à côté et qui vous permet d'avoir la main de la couette, en l'occurrence l'épaisseur. On est bien sur la compréhension de l'offre. Un bar à culotte. Le bar à culotte, ça sert à quoi? À vous montrer une culotte et une paire de fesses. C'est aussi con que ça, parce qu'en général, les culottes, c'est quand même là-dessus que vous les voyez. Et donc, ça permet de les voir à l'avance. On est bien sur de la compréhension de l'offre, parce que c'est totalement universel, cette idée de rendre l'offre la plus lisible et compréhensible possible. Je suis sur des gants ménagers, quelle taille faut-il prendre? Ben, ça ne coûte pas grand-chose, me mettre la taille de la main et je regarde, et je vais savoir quelle taille de gants il faut prendre, parce que je ne suis pas bien sûr que de manière assez spontanée, vous puissiez me dire chacun avec certitude quelle est la taille de votre main. Ah ça, vous pouvez me dire si en chemise vous mettez du XL, du L, du machin, ou en pantalon du 36 ou du 38. En général, c'est le genre de truc qu'on sait. La taille des mains, c'est quelque chose qui est beaucoup plus abstrait. C'est assez malin de me permettre de le savoir. Comprendre l'offre peut être aussi la mettre en situation. Ça, c'est la période évidemment. Ben, quand vous êtes notamment ici chez Jardiland, les jardineries font en général au moment de Noël, c'est le marché du Père Noël. Ben, quand vous mettez vos articles en situation comme ça, ben, vous donnez mécaniquement davantage envie d'acheter et accessoirement vous les montrez.
Donc on est bien sur la compréhension de l'offre et tout ce qui permet de faire comprendre l'offre, je vous le rappelle, ça rapproche l'intention de la transformation et c'est ça l'essentiel. Et puis après, vous irez le chercher sur le rayon en suivant le bon numéro et vous l'aurez dans votre chariot. Ça peut être aussi de raisonner comme le client, même quand ça vous arrache un peu la gueule de le faire. Les gens qui vendent du vin, c'est des sachants. Ils sont convaincus, le vin s'en va comme ça, c'est les régions, c'est les machins. Ben, aux États-Unis, où ils sont beaucoup moins rigides que nous là-dessus, les clients veulent acheter des vins bien notés, et ben on va leur mettre tous les vins bien notés, en l'occurrence à plus de 90 au même endroit, et ça va devenir l'élément de compréhension de l'offre. Vous avez sur cette TG, sur ce mobilier, que des vins qui sont notés plus de 90, puisque aux États-Unis on note sur une échelle de 100, donc notés plus de 90 équivalent moins de 20 $. C'est très simple à comprendre comme offre, ça s'adresse aux buveurs d'étiquettes, moi ça me va tant que les mecs achètent du vin, et donc vous voyez bien que dans ces cas-là, l'offre devient très simple à comprendre. Ramener, quand il s'agit de prix promo, ramener le produit à l'usage. Regardez-moi ça. 60% sur le second Heineken ou 50% sur le deuxième de 1664, quelle est la meilleure offre? Ben, si je ne vous le mets pas comme ça, comme le fait Carrefour, en vous ramenant le prix à la bouteille, ben, c'est vachement dur de le savoir, parce que ça vous demande une forme d'abstraction que l'on n'est pas capable d'avoir dans l'instant, et accessoirement, ce n'est pas au client de s'emmerder pour trouver la réponse que le commerçant devrait lui apporter. Ben là au moins, voilà, ça vaut 40 centimes, l'autre elle vaut 46 centimes. Après, tu choisis, tu fais ce que tu veux. Mais voyez bien qu'on est dans la compréhension de l'offre et qu'on se rapproche aussi forcément de l'achat. Deuxième sujet, comment on peut donner de la valeur à l'offre? En gros, comment mettons dans la tête du client que ce qu'on lui propose le vaut bien, puisque la consommation, et sans revenir sur quelques-unes des marques qui sont passées ici depuis ce matin, ben la consommation, c'est j'achète parce que ça le vaut, parce que si ça ne le vaut pas, je ne l'achète pas, j'ai autre chose à faire avec mon argent. Le meilleur dans la classe, c'est Decathlon. Même un produit premier prix a de la valeur. Ça veut dire il a des éléments de valeur qu'on lui donne. Vous voyez par exemple, ce ballon qui vaut 10 €, ce qui n'est pas très cher, c'est la marque de Distrib. Ben pour 10 €, j'ai un ballon qui résiste à 2500 shoots contre un plan incliné à 50 km/h. Et là, vous dites, oh, putain, la vache, qu'est-ce que ça doit être solide. Oui, et donc les 10 €, oui, c'est solide. Vous voyez, c'est ça le mindset. Comment je donne de la valeur à mon offre, alors quand je vois marqué le moins cher, le premier prix, plus bas, il n'y a pas, qu'est-ce que vous me dites? Rien. Vous ne me dites rien sur le produit. Vous me dites juste qu'il n'y a pas moins cher. Ouais, si c'est de la merde, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que la merde, même pas chère, ça reste trop cher. Et donc, en réalité, être capable de mettre en face de chaque prix un élément de valeur qui permet de dire « Ah, ça le vaut ou pas ». Parce que chacun ensuite verra si ça le vaut ou pas. Mais là, honnêtement, c'est efficace. Donner de la valeur, c'est faire comprendre comment on a construit le prix. Vous voyez, toujours chez Decathlon, qui vient m'expliquer pourquoi ces balles à lui, à la marque Decathlon, sont moins chères. Eh bien parce qu'il la compare à la balle de marque référente où il y a pour partie le coût de fabrication, pour partie le coût de distribution, pour partie la pub, pour partie le sponsoring. Ben lui, il vous explique, ben oui, mais moi, ça s'arrête là. Puisque fabrication, c'est la même, sous-entendu, c'est la même qualité, et distribution, ça coûte moins cher puisque c'est moi le distributeur. Et là, vous dites, ah ben ouais, ça y est, j'ai compris pourquoi la balle Decathlon, elle est moins chère. Et elle n'est pas moins chère parce qu'elle est moins bien. Elle est moins chère parce que la structure de coût, alors le client, il ne le dit pas comme ça, évidemment, mais vous voyez bien que la structure de coût, elle est différente. Donner de la valeur à l'offre, ça peut être de partager ce que pensent les autres du produit que vous avez sous les yeux. C'est évidemment les avis qui doivent devenir un must-have. Ça peut être d'apporter des garanties qui, sur des produits engageants, parce que ça peut être cher, 10, 15 balles pour du petit outillage comme ça, ben c'est oui, mais si ça casse, ah non, mais t'inquiète pas, c'est garanti à vie. Et donc vous voyez qu'en réalité, ça fait peser le doute, non pas sur le client, mais sur le commerçant, puisque c'est lui qui vous le remplacera, ce qui est une façon de donner de la valeur. Donner de la valeur, c'est aussi se positionner par rapport aux autres. La pub comparative. Mais la pub comparative, ce n'est pas uniquement dire qu'on est moins cher. Ça peut être plus choux que ça. Regardez-moi, je suis chez Auchan, et Auchan, qu'est-ce qu'il me dit? Je ne suis pas moins cher que Lidl. C'est fort de faire de la pub pour dire je ne suis pas moins cher. Mais non, c'est vachement malin. Parce que si Auchan dit qu'il est moins cher que Lidl, personne ne le croit. C'est comme ça, l'image prix de l'un par rapport à l'image prix de l'autre, les chiffres, ils sont têtus. Par contre, si Auchan dit je ne suis pas plus cher, et que le client, parce qu'il est chez Auchan, dit « Ah oui, mais je vois tout ce que j'ai en plus. » Ben oui, j'ai les stands de trad, j'ai le choix, j'ai le non-alimentaire, enfin tout ce que je veux. Et là, vous dites « Ah ouais, c'est peut-être finalement mieux d'aller chez Auchan. » Vous voyez qu'on n'est pas obligé de faire de la pub comparative pour dire qu'on est le moins cher. Et puis enfin, on va terminer là-dessus parce qu'on adore ça. La considération. Comment vous pouvez dire à votre client, comment vous pouvez lui montrer qu'il est quelqu'un d'important à vos yeux?
Ah, c'est pas juste du verbiage dans les pubs. Vous savez, comme les pubs des assurances, c'est on sera toujours là le jour venu. Ça, c'est la pub. Puis moi qui suis courbé tous les matins, je vous prie de croire que c'est loin d'être le cas. Et là, vous voyez le grand hiatus qu'il y a entre ce que je dis et ce que je fais. Donc, ce qui m'intéresse quand je regarde le commerce dans cette dimension-là, c'est pas ce que vous m'avez dit à la télé ou dans les pubs. Non, non, c'est ce qui se passe et ce que je vois dans le rayon. Vous voyez, on va commencer par le parking, parce qu'avant le rayon, il y a le parking. Quand vous me mettez des places comme ça avec un séparateur, ça a quoi comme avantage? Ben, c'est que je peux l'ouvrir sans taper dans l'autre et sans être obligé de rentrer le ventre parce que je ne voudrais pas salir ma veste. Vous me rendez service, vous me considérez. Alors que quand vous êtes sur des places qui font 2,20 m, vous avez tous connu ça quand vous êtes client, vous sortez en disant « Ah putain, mais merde, mais qu'est-ce qu'on est serré !» Voilà. Bon, ben là, évidemment, on vous dit exactement l'inverse, on vous donne une forme de considération. Le parking, toujours. Ce mec-là, il mérite un prix Nobel de commerce. Il y en aura d'autres après, vous allez voir. Venez vous garer chez moi avec votre putain de voiture ventouse toute la journée, ça ne me dérange pas. J'ai fait un parking trop grand pour ça, parce que vous allez faire des économies en partageant vos frais de covoiturage avec ceux qui vont vous amener ou que vous allez conduire. Qu'est-ce que c'est génial! Le mec, on est à Arlin-le-Sec, c'est dans le Nord, le terrain il vaut pas cher, il s'est dit allez hop, j'y vais, je bétonne, je fais de la place, comme ça les mecs je vais leur rendre service. Et à ce moment-là, il pense à qui là? C'est qui le facilitateur de vie? C'est qui l'ami? Ben, c'est Leclerc, évidemment. Et en plus, ça nourrit la posture et le narratif de l'enseigne qui est de dire grâce à Leclerc, je fais des économies. Quand pendant la canicule, il y a 2 ans, ce magasin Leroy Merlin à Strasbourg vous disait par ces fortes chaleurs, ne laissez pas vos animaux dans les voitures, ils peuvent vous accompagner tenus en laisse le temps de vos courses en magasin. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à un magasin comme ça? Quelles sont les raisons objectives qui vous conduisent à penser qu'il n'y a que des salauds dans ce magasin? Il n'y a pas une raison. Vous voyez que ça, c'est de la considération. Ça, c'est de la preuve. Ce n'est pas de l'incantation, c'est de la démonstration. Paix à son âme, Camaïeu. Quand Camaïeu a imaginé ce programme il y a quelques années, c'était absolument génial. Il vous dit, non mais arrête de te demander si tu vas rentrer dans le jean, à quelle taille je prends, et si je grossis, ou si je maigris, que sais-je encore. Eh, tu sais ce que tu fais? Tu le prends, et si tu bouges, c'est pour moi. Le client, le commerçant, vous enlève un doute. N'oubliez pas que le doute est par principe l'ennemi de l'achat. Ça fait partie des grandes phrases que j'adore. Le doute est l'ennemi de l'achat. Donc chaque fois que vous enlevez du doute, vous les commerçants, ben, mécaniquement vous dopez votre taux de transformation. Parce que dans les faits, combien de femmes seront revenues chez Camaïeu et disent « Ah oui, mais mon jean, je ne rentre plus dedans, je suis trop serré ou je suis trop lâche, machin ». Tellement peu par rapport à la réassurance que sera représentée quand je suis en situation d'achat. C'est tout con. Quand vous vendez des arts de la table, filez-moi du papier bulle, de grâce, parce que de toute façon, il n'y a rien de pire que ça. Quand j'achète du pain, ne me le donnez pas en fonction de comment vous l'avez fait. Donnez-moi la possibilité de choisir celui que j'aime. Il y a des magasins, ben voilà, ben aujourd'hui, il est très cuit. Demain, il sera moins cuit. Et après-demain, oh, on verra bien. Ben dans ce magasin-là, vous voyez, c'est un truc assez normatif Carrefour, il y a 3 cuissons différentes pour que le client y retrouve ce qu'il a envie. Un autre cas très connu, c'est les bananes. Les bananes en magasin, eh ben vous les aurez comme vous les aurez, les amis. Hein. Si elles sont très mûres, pas mûres du tout, voilà, ben faites comme le client le veut, c'est-à-dire propose-lui par exemple le choix, grand frais, il y a 2 niveaux de maturation pour les bananes. Parce que par principe, c'est le client qui choisit, ce n'est pas le commerçant qui doit choisir pour lui. Le doute est l'ennemi de l'achat, toujours pareil. Si je n'ai pas la main verte et que j'achète une plante 30 ou 40 balles et puis que je n'ai pas une thune, je vais me dire, putain la vache, si jamais je la fais crever, c'est beaucoup de perdre 30 ou 40 balles. Mais non, t'inquiète pas, elle est pour moi, si tu la ramènes, je te la change. Ah bon, ok, je vais la prendre. Vous voyez bien que chaque fois que vous enlevez le doute, parce que le doute est l'ennemi de l'achat, ben chaque fois que vous enlevez le doute, vous êtes meilleur sur le chemin de la transformation de l'intention à l'achat. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui? Ça fait 60 ans ou 50 ans qu'on a envoyé l'homme sur la Lune. Vous êtes capable de savoir quand ce putain de stock va revenir, non? Ben dites-le moi. Au moins, il n'y a pas de déception. Ok, je le sais, il n'y en a pas. Mais vous ne me laissez pas sur ma faim. Le 3 décembre, ce produit-là, comme il est déjà commandé, je sais qu'il arrivera. La considération, c'est aussi le niveau des gens que vous mettez en face. Là, Morgane, ben, elle vous parle de ski et de surf et de monoski. Il se trouve que ça fait X années qu'elle en fait, 7 ans, donc elle est accessoirement compétente. Avoir des gens qui sont qualifiés en face du client, c'est aussi une marque de considération. Et puis, presque pour terminer, ce jour-là, je suis dans un Intermarché. Je passe en caisse et je vois la caissière qui ouvre la boîte d'œufs. Je le prends mal au début, je lui dis, mais vous pensez que j'ai caché quelque chose dedans? Il me dit, bah, non, évidemment pas. Je vérifie qu'ils ne sont pas cassés. Avec quand vous avez ce niveau de pensée client-là, qu'est-ce que vous dites? Ah ouais, d'accord, ok. Vous êtes à ce point-là avec moi.
Parce que c'est ça le pensée client. C'est comment vous montrer à votre client qu'il n'est pas n'importe qui et que vous ne vous comportez pas n'importe comment par rapport à lui. Et puis enfin, puisque c'était la saison il y a quelques jours, quelques prix Nobel que je vais décerner et vous allez voir des trucs qui m'ont scotché. Là, je suis dans un magasin, je regarde le plafond. Là, vous allez vous dire, où est-ce qu'il nous amène? Je recule. Je suis dans un décathlon. Et le petit truc que je vous ai montré, il est tout en haut, vous n'arrivez plus à le voir. Mais en bas, vous voyez, tester les jumelles. Je vais dans le rayon, tiens, je vois des jumelles et qu'il y a de quoi les tester à 36 mètres, 52 mètres, 72 mètres. Putain la vache, le mec qui a inventé ça, c'est un killer. Parce qu'effectivement, j'ai pris les jumelles et puis je suis allé voir ce que ça donnait. Voilà. Et ben à ce moment-là, vous vous rendez compte de commencer, bien ou pas, les jumelles à 36 mètres ou à 72 mètres. L'appropriation de l'objet toujours et encore. Autre prix Nobel, encore plus simple, chez Ikea. Je ne sais pas si 8,90 c'est cher, pas cher. Par contre, c'est solide, ce revêtement de sol-là. Vous voyez ce que c'est qu'un prix Nobel de commerce? C'est le mec qui vous dit, sans même avoir à vous le dire, et tu sais là, ça c'est du solide. Puis enfin, un magasin, un Super U dans lequel j'étais il y a une bonne quinzaine d'années. J'arrive, je me balade avec l'adhérent du magasin, l'associé, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as foutu là? Il me dit, ah, c'est le mec à la maintenance, il a une idée toute bête. Alors évidemment, si vous ne faites pas vos courses, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi c'est bien, parce que les sacs de farine ne sont jamais étanches par principe, et quand vous achetez de la farine, vous en mettez partout. Il dit, ben non, j'ai mis un petit truc là que j'ai trouvé dans la réserve, j'ai mis un sac fruits et légumes pour ne pas foutre de la farine partout. Et donc effectivement, ça, c'est forcément bien. Ben, ce magasin, c'était le magasin de Serge Papin, le nouveau ministre du Commerce et de la Conso. C'est pas pour faire de la politique parce que je m'en tamponne, mais c'est juste pour vous dire que les idées les plus simples, elles peuvent vivre dans le temps, parce que ce truc-là, j'en parle depuis 15 ans, et ça traduit le niveau de pensée client qu'il y avait dans ce commerce-là. Voilà pourquoi, au démarrage, je vous disais, pourquoi il faut absolument penser client, parce que les temps sont durs, et comment le faire, à la fois en enlevant les irritants et en vous donnant des raisons d'être préféré. Merci.